Le monde a mis des siècles à construire ses actifs, ses immeubles, ses forêts, son or, ses infrastructures, ses obligations. Des richesses colossales, réelles, tangibles, mais verrouillées, inaccessibles au plus grand nombre, totalement immobiles. Aujourd'hui, tout cela est en train de changer. Les actifs réels entrent dans l'ère numérique, fractionnables, liquides, programmables, ouverts à tous. C'est la révolution des Real World Assets. Et c'est le sujet de ce podcast. Real Assets, comprendre la tokenisation du monde réel. Imaginez un instant que vous ayez 500 € de côté. Je ne vous parle pas de 500 000 €, pas non plus de 50 000 €, mais bel et bien de 500 €. Et quelqu'un vous dit qu'avec cette somme, vous pouvez aujourd'hui détenir une fraction d'un immeuble à Miami, ou encore une part d'une obligation du Trésor américain, un morceau d'un lingot d'or stocké dans un coffre à Zurich, ou une infime portion des droits musicaux d'un artiste que vous aimez tout particulièrement. Je pense que, comme beaucoup de gens, vous répondriez aujourd'hui que c'est impossible. Que ce genre d'investissement, c'est pour les banques, c'est pour les fonds, c'est pour les gens qui ont déjà beaucoup d'argent, et c'est pas pour vous. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se construire. Maintenant, et pas dans 10 ans, mais bel et bien maintenant. Alors je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Real Assets, le podcast qui décrypte l'une des transformations les plus profondes de l'histoire de la finance moderne. Une révolution qui est en train de se passer sous nos yeux, sans bruit, sans grand discours, sans la une dans les journaux grand public, et qui va pourtant fondamentalement changer la manière dont le monde entier détient, échange et valorise ses actifs réels. Je suis David, actif dans l'immobilier depuis plus de 25 ans, et également passionné par la blockchain et les crypto-monnaies depuis de nombreuses années, depuis 2013. Et dans ce premier épisode, je veux vous donner un tableau d'ensemble. Pas les détails techniques, on y viendra dans les épisodes qui vont suivre, mais le grand angle, la vision, le pourquoi profond de cette révolution qui est en train de se mettre en place. Et pourquoi vous, quel que soit votre niveau en finance d'ailleurs, vous avez intérêt à comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, installez-vous confortablement, je pense qu'on a des choses importantes à se dire. Commençons par quelque chose de concret, quelque chose que beaucoup d'entre vous ont probablement ressenti. Vous avez de l'argent à placer, peut-être quelques milliers d'euros d'économie, peut-être plus, bien vous en fasse, et vous regardez ce qui s'offre à vous. Le livret A à 3%, qui ne couvre même pas vraiment l'inflation, les actions en bourse, qui sont volatiles, qui sont stressantes, et dont vous savez au fond que vous ne maîtrisez pas vraiment les mécanismes. Les fonds en euros, de l'assurance vie, qui rapportent de moins en moins depuis des années, et puis vous entendez parler de ces placements qui rapportent vraiment. L'immobilier de bureau, le private equity, les obligations d'entreprise, les projets d'infrastructure, des rendements qui vont de 6, 8, voire à 10% par an, bien loin des 3% de votre livret A. Des classes d'actifs stables, totalement décorrélées de la bourse, et construites sur de l'économie réelle. Et là, invariablement, vous apprenez la même chose, il faut être investisseur institutionnel. Il faut des millions, il faut des connexions, il faut appartenir au bon réseau, peut-être même au bon club. Ce mur invisible entre le grand public et des actifs de qualité, on l'appelle, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le jargon financier, on l'appelle le minimum d'investissement. Et pendant des décennies, ce mur a été insurmontable. Insurmontable pour la plupart d'entre nous. Et pas parce que c'était techniquement nécessaire, mais parce que c'était pratiquement incontournable. Gérer des milliers de petits investisseurs sur des actifs complexes, c'était impossible avec les outils d'avant. Eh bien, les Real World Assets, qu'on appelle aussi les RWA, en français bien sûr, changent cette équation fondamentalement. Et pour comprendre comment il faut d'abord
comprendre ce que le mot tokenisation signifie réellement. Alors, surtout, ne fuyez pas ce mot. Parce que je vous promets que, au fond, c'est très simple. Prenons un immeuble. Un bel immeuble de bureau à Paris qui aurait une valeur d'environ 10 millions d'euros. Cet immeuble appartient aujourd'hui à un fonds d'investissement. Pour en détenir une fraction, il faudrait y entrer via ce fonds, avec un ticket minimum qui se situerait aux alentours de 100 000 euros, avec des frais d'entrée, avec des frais de gestion, et au final, une illiquidité totale pendant environ 5 à 10 ans. Vous mettez votre argent, et pendant une décennie, vous ne pouvez pratiquement pas les récupérer. Eh bien, la tokenisation fait quelque chose de radical. Elle découpe cet immeuble en 10 millions de petites unités numériques, qu'on appelle les tokens, d'une valeur d'1 euro chacune. Ces tokens vont vivre sur une blockchain. Ils peuvent être achetés pour 1 euro, 100 euros, 10 000 euros. Ils peuvent être revendus en à peine quelques secondes à quelqu'un d'autre, n'importe où dans le monde, à 3 heures du matin, un dimanche. Et surtout, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ils génèrent automatiquement les loyers correspondants directement versés sur votre portefeuille numérique proportionnellement à ce que vous détenez. Il n'y a plus de minimum, plus d'intermédiaires obligatoires, plus d'illiquidité forcée et plus de frontières géographiques. Un token, c'est une représentation numérique d'un droit de propriété sur un actif réel. C'est un titre, une créance, une part, mis sous forme numérique, inscrit sur une blockchain de manière permanente et vérifiable, et rendu ainsi divisible, liquide et programmable. Et ce qui est vrai pour un immeuble, eh bien, est vrai pour n'importe quel actif réel. Imaginez le potentiel. Un lingot d'or, je vous le disais tout à l'heure, aussi également une obligation d'État, un fonds de private equity, un vignoble en Bourgogne, une forêt au Brésil, les droits musicaux, que je vous évoquais également tout à l'heure, une infrastructure portuaire. Tout ce qui a une valeur dans le monde physique peut, en théorie, être tokenisé. Voilà ce que sont, au fond, les Real World Assets, des actifs réels du monde physique et tangible, représentés sous forme de tokens numériques sur une blockchain. Alors, vous me direz pourquoi maintenant ? C'est pas une idée neuve. Vous savez, on en parlait déjà vers 2017-2018. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis rentré, moi, dans la crypto-monnaie, presque dans les débuts, pas tout à fait, mais presque dans les débuts, en 2013. Mes premiers bitcoins, je les ai achetés en 2013. Et donc, on en parlait déjà vers 2017-2018. Les premières expériences de tokenisation immobilière ont émergé environ à cette époque. Alors, pourquoi est-ce que ça devient soudainement une forme de priorité mondiale ? Il y a 3 raisons à ça. Et elles sont toutes en train de se matérialiser simultanément. La première, c'est la maturité technologique. Les premières blockchains étaient plutôt lentes, il faut l'avouer. Elles étaient chères, elles étaient peu fiables, pour des applications financières sérieuses, tout du moins. Aujourd'hui, des réseaux comme Ethereum, comme Polygon, comme Stellar, ou encore Solana, peuvent traiter des milliers de transactions par seconde, pour quelques centimes de frais, avec une sécurité de niveau institutionnel. Donc, l'infrastructure existe, elle fonctionne, et elle a été testée sous pression pendant des années. Et la deuxième raison, c'est la clarification réglementaire. Pendant longtemps, la très grande question était, est-ce que c'est légal ? Les régulateurs du monde entier restaient silencieux et plutôt hostiles, il faut l'avouer. Aujourd'hui,
on a un paysage qui est en train de totalement changer. L'Union européenne a adopté MiCA, le règlement sur les marchés de cryptoactifs, qui donne justement un cadre juridique clair pour la tokenisation d'actifs en Europe. Singapour, de leur côté, a construit une réglementation pro-innovation. Les Émirats arabes unis, avec le régulateur VARA, à Dubaï, attirent des projets du monde entier. Même aux États-Unis, malgré une SEC historiquement méfiante, les choses sont en train de bouger. La clarté réglementaire, c'était le verrou principal. Et croyez-moi bien, et c'est vérifiable, ce verrou commence à céder. La troisième et dernière raison, et c'est peut-être la plus importante symboliquement, c'est l'entrée des géants. En 2024, BlackRock, un nom que vous avez maintenant probablement entendu si vous avez tendu une oreille vers la finance, a lancé son fonds BUID sur la blockchain Ethereum. Et BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde, avec plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion, donc c'est pas une start-up crypto, mais c'est pas non plus un fonds spéculatif qui aime l'aventure. BlackRock, Larry Fink, son PDG, a dit publiquement que la tokenisation des actifs financiers est la prochaine génération des marchés. Franklin Templeton gère un fonds monétaire on-chain accessible depuis une blockchain. JP Morgan expérimente avec sa plateforme Onyx depuis des années. Goldman Sachs a développé sa propre infrastructure pour les obligations numériques. Eh bien, croyez-moi, quand ces institutions-là bougent, ce n'est pas pour faire des annonces de communication. C'est parce qu'elles ont fait leurs calculs en amont, et c'est parce qu'elles voient où va l'argent. Et parce qu'elles ne veulent pas se retrouver dans la position des banques qui ont ignoré Internet dans les années 90. Et les mêmes banques qui sont en train, de nouveau, d'ignorer la révolution qui est en train de se passer et que je vous nomme. Je vais vous donner quelques chiffres. Et c'est pas pour vous noyer dans les données, j'apprécie pas ça non plus spécialement, mais pour que vous sentiez l'échelle de ce dont on est en train de parler. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, le marché des RWA tokenisés, je vais les appeler comme ça, RWA tokenisés, ça va être plus simple pour se comprendre, représente environ 15 à 20 milliards de dollars. C'est pas grand-chose, vous me direz. C'est peut-être même pour vous une goutte d'eau dans l'océan financier mondial, et vous aurez raison. Mais voici ce que les grandes banques et cabinets de conseil prévoient pour les prochaines années. Boston Consulting Group estime que le marché de la tokenisation d'actifs pourrait atteindre 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. Citigroup parle de 4 à 5 000 milliards d'ici la même date, et pour les seuls actifs financiers. 21 Shares, société de produits d'investissement crypto, table de leur côté sur 10 000 milliards à l'horizon 2030. Pour mettre ces chiffres en perspective, parce que parfois la grandeur, notre cerveau a du mal un peu à l'imaginer, le PIB de la France est d'environ 2800 milliards d'euros. Donc on parle d'un marché qui pourrait représenter 5 à 6 fois le PIB français, créé pratiquement de zéro en seulement 10 ans. Alors évidemment, ces projections peuvent se révéler optimistes potentiellement. La croissance peut être plus lente, les obstacles réglementaires peuvent être plus tenaces, l'adoption aussi plus difficile que prévu. C'est toujours le cas avec les révolutions technologiques. Elles arrivent toujours plus tard qu'on ne le dit. Et elles transforment toujours plus profondément qu'on ne l'imaginait. Mais la direction, elle ne fait guère de doute.
Revenons à quelque chose de très concret, parce que les grands chiffres ont cette tendance à nous anesthésier. Qu'est-ce que les RWA changent vraiment dans la vie réelle, pour des gens réels? Alors, premièrement, je dirais l'accès. On en a parlé. Mais je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin. Aujourd'hui, quelqu'un au Kenya, au Vietnam, au Brésil, quelqu'un qui a de l'ambition, de l'intelligence, un smartphone et 200 € d'économie, ne peut pas investir dans un bon du Trésor américain. Pas directement, tout du moins. Pas simplement, non plus. Et les barrières géographiques, réglementaires, administratives semblent insurmontables. Eh bien, avec les RWA tokenisés, cette personne peut acheter un token représentant une fraction d'une obligation américaine et recevoir ses intérêts directement et revendre en quelques secondes si besoin. Et ce n'est pas de l'idéalisme. Hein. Des projets comme Ondo Finance, Goldfinch ou encore Centrifuge le font déjà aujourd'hui. La deuxième, c'est la liquidité. Ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup en finance et qu'on comprend finalement assez rarement. La liquidité, c'est simplement la capacité à convertir un actif en argent rapidement, sans perte de valeur. Un immeuble, un fonds de private equity, une participation dans une entreprise non cotée, ça, ce sont des actifs illiquides. Vous ne pouvez pas les vendre en 5 minutes. Parfois, vous ne pouvez pas les vendre en 5 mois même. La tokenisation transforme des actifs illiquides en actifs potentiellement liquides. Le marché secondaire des tokens fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans intermédiaire obligatoire. Et c'est une transformation totalement radicale pour des classes d'actifs qui représentent la majorité de la richesse mondiale. Et troisièmement, la transparence. La blockchain est un registre public immuable, vérifiable par tous. Quand une transaction est inscrite sur une blockchain, elle ne peut pas être effacée, elle ne peut pas non plus être falsifiée. Et pour les investisseurs, c'est une véritable révolution. Vous pouvez vérifier à tout moment ce que vous détenez, comment l'actif sous-jacent évolue, comment les flux financiers circulent. Il n'y a pas besoin de faire confiance aveuglément à un rapport annuel préparé par l'émetteur lui-même. Les données sont là, elles sont publiques et elles sont en temps réel. Et quatrièmement, la programmabilité. C'est peut-être le plus difficile, me semble-t-il, à saisir. Mais c'est aussi probablement, à mon sens, le plus fascinant. Un token n'est pas juste un titre de propriété numérique. C'est un titre de propriété numérique avec un programme intégré. Un smart contract, un contrat intelligent, peut définir automatiquement les règles de distribution des revenus, les conditions de transfert, les droits de vote, les mécanismes de gouvernance, sans avocat, sans notaire, sans délai. Le code s'exécute seul, selon des règles définies à l'avance. Imaginez un loyer qui se distribue automatiquement à des milliers de copropriétaires chaque mois, à la seconde près, sans frais de gestion, sans erreur humaine. Eh bien, c'est aujourd'hui possible. Cinquièmement, la composabilité. C'est encore un mot technique, mais l'idée est simple. Dans la finance décentralisée, les actifs tokenisés peuvent être utilisés comme des briques Lego. Vous pouvez utiliser vos tokens immobiliers, par exemple, comme collatéral pour emprunter. Vous pouvez combiner plusieurs actifs tokenisés dans un véhicule d'investissement automatique. Vous pouvez programmer des stratégies d'allocation qui s'exécutent sans intervention humaine. La composabilité, c'est la capacité à connecter des actifs et des services financiers de manière totalement fluide, sans aucune friction, sans les silos qui cloisonnent aujourd'hui le système financier traditionnel. Vous savez, il y a quelque chose de philosophiquement, intéressant dans les RWA, et j'y reviendrai en détail dans
le tout dernier épisode, donc en fin d'année, de cette série. Mais posons la question maintenant, même rapidement. La crypto, dans ses premières années, était souvent critiquée pour son manque d'ancrage réel. Le Bitcoin, l'Ethereum, les 1001 tokens qui ont fleuri et puis qui ont finalement disparu, qu'est-ce que tout ça représentait vraiment? Des lignes de code, de la spéculation sur de la spéculation, une économie circulaire qui tournait sur elle-même sans jamais réellement toucher le monde tangible. Les RWA sont la réponse à cette critique. Je pense que maintenant, vous l'avez compris, ils font exactement le contraire. Ils prennent le monde réel. Un immeuble, une obligation, une tonne de blé, un crédit carbone, et ils le font entrer dans l'infrastructure numérique de la blockchain. Et ce n'est donc plus de la spéculation sur du vide, c'est de la valeur tangible. C'est du patrimoine existant, de l'économie réelle rendue accessible, liquide et programmable grâce à la technologie. On assiste donc à une forme de convergence qui est tout à fait remarquable. D'un côté, la finance traditionnelle, TradFi, comme on l'appelle, qui cherche à se moderniser, à réduire ses coûts, à aller plus vite, et de l'autre, la finance décentralisée, la DeFi, qui cherche à sortir de sa bulle spéculative et à s'ancrer dans quelque chose de réel. Ces deux mondes, longtemps opposés, se retrouvent aujourd'hui à se tendre la main. Et vous savez, ce point de rencontre, eh bien, c'est précisément les Real World Assets. Laissez-moi vous dessiner rapidement le paysage des acteurs. On y reviendra également en détail dans, selon mes prévisions, l'épisode 6 normalement. Mais il est important d'avoir une première cartographie, je pense, sur cet épisode, à ce niveau de l'histoire. D'un côté, vous avez les géants de la finance traditionnelle qui entrent dans l'écosystème. Je vous parlais de BlackRock et son fonds Build, Franklin Templeton, qui gère un fonds monétaire tokenisé accessible on-chain depuis 2023, JP Morgan et sa plateforme Onyx, qui a déjà traité des milliards de dollars de transactions, Goldman Sachs et son infrastructure GSDApp pour les obligations numériques. En Europe, Société Générale Forge a émis les premières obligations tokenisées sur blockchain publique dès 2019. Ces institutions ne jouent pas un jeu, je vous le disais tout à l'heure, mais elles déploient bel et bien des ressources considérables parce qu'elles voient l'efficacité opérationnelle que la tokenisation leur apporte finalement. Des règlements en secondes au lieu de jours, des coûts d'infrastructure réduits et des processus automatisés. Et maintenant, nous sommes dans l'ère de l'IA, qui plus est, que nous n'avions pas dans les années que j'ai citées précédemment. De l'autre côté, les protocoles natifs de l'écosystème crypto, qui ont construit les premières infrastructures RWA, Centrifuge, qui financent des créances commerciales de PME via des pools de liquidités on-chain, Maple Finance, qui est spécialisé dans le prêt institutionnel tokenisé, Ondo Finance, qui propose des produits de bons du trésor américain tokenisés accessibles depuis n'importe quelle blockchain, Bucket Finance, qui crée des wrappers tokenisés d'ETF traditionnels, Realty, pionnier de l'immobilier tokenisé aux États-Unis, un petit peu dans la difficulté en ce moment, mais leur modèle est en même temps particulier. Ces acteurs ont souvent moins de ressources, mais ils innovent à une vitesse que les grandes banques ne peuvent pas se permettre. Entre les deux, il y a une nouvelle génération d'intermédiaires hybrides. Securitize, qui gère la mise en conformité et la distribution de fonds tokenisés pour des clients comme Hamilton Lane, KKR, ou BlackRock lui-même d'ailleurs, Fireblocks, Anchorage, Copper, les gardiens d'actifs numériques de niveau institutionnel, et des dizaines d'autres acteurs qui construisent les briques manquantes de cet écosystème.
Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, eh bien, les cartes sont rebattues. Une start-up de 10 personnes à Zurich peut construire une infrastructure qui concurrence directement un département entier d'une grande banque. La technologie neutralise une partie de l'avantage de taille. Pas totalement, la confiance, les licences, les relations institutionnelles restent des atouts tout à fait considérables, mais partiellement. Suffisamment pour que le secteur soit réellement compétitif et innovant. Alors voilà pourquoi, aujourd'hui, en 2026, j'ai créé Real Assets. Ce territoire est fascinant, il me fascine depuis de nombreuses années maintenant, mais il est aussi, et j'en ai bien conscience, peut-être un peu complexe pour ceux qui n'ont pas mis encore le pied dedans, et il peut de ce fait être parfois même intimidant. Parce qu'il mélange de la finance, de la technologie, du droit, de la géopolitique, de la philosophie même. Et il est peuplé d'acteurs qui parlent des langages différents. Les banquiers, les développeurs blockchain, les régulateurs, les entrepreneurs. Il évolue à une vitesse qui rend difficile de rester informé. Et ce podcast que je vous propose aujourd'hui, tout du moins sur sa 30aine d'épisodes jusqu'à la fin d'année, eh bien, sera une carte. Une carte qui essaie d'être honnête sur ce que l'on sait aujourd'hui et ce qu'on ne sait peut-être pas encore, sur les promesses réelles et les promesses exagérées aussi également, je vous les révélerai toutes en toute transparence, sur les obstacles qui restent énormes et les avancées qui sont indéniables. Donc, 30 épisodes, une trentaine environ, une trentaine d'angles différents sur un même phénomène. C'est ce qui vous attend. Donc, on va commencer par poser les fondations, par la technologie, ensuite par la réglementation, par les acteurs et par les mécanismes. Puis, on va plonger dans chaque grande classe d'actifs. L'immobilier, que je connais si bien, l'immobilier français, européen, et peut-être même une cartographie mondiale, allez savoir. Si je tiens la forme, la dette publique, le crédit privé, on va aborder l'or, on va aborder l'énergie, les infrastructures, l'art, les forêts, les droits musicaux, dont je vous parlais tout à l'heure, et on terminera par les questions transversales. La géopolitique des RWA, leur risque systémique, leur impact social même, et finalement leur philosophie profonde. Certains épisodes vont être très concrets et opérationnels, et d'autres seront plus conceptuels, voire prospectifs. Mais dans tous les cas, l'objectif sera toujours le même, celui de vous donner les clés pour comprendre, pour vous forger votre propre opinion, et si vous le souhaitez, pour prendre des décisions de manière informée cette fois-ci. Avant de conclure ce premier épisode, je vais être transparent avec vous sur quelque chose. Les RWA sont une révolution réelle, je le crois profondément, et les données le confirment, mais comme toute révolution, celle-ci n'est pas sans ombre. Et je refuse de faire un podcast qui serait une sorte de brochure de vente déguisée. Quelques questions s'imposent, qu'on devra affronter honnêtement dans les épisodes à venir. D'abord, sur la liquidité. Est-ce que c'est vraiment la promesse qu'on nous vend ? Un token peut techniquement s'échanger en quelques secondes, mais si personne ne veut l'acheter, bien cette liquidité, vous me l'accorderez, est totalement illusoire. Les marchés secondaires des RWA sont aujourd'hui encore très peu profonds. On peut tokeniser un actif sans pour autant créer un marché liquide pour ce token. Et ce problème est réel. Et il faudra du temps pour le résoudre, je pense. Ensuite, que se passe-t-il en cas de problème ? Si le custodian, le gardien de l'actif réel, fait faillite, que reste-t-il au détenteur du token ? La réponse dépend entièrement de la structure juridique utilisée, et c'est précisément là que la complexité s'agrandit un petit peu. Un token
n'est pas magiquement protégé des risques de contrepartie. Également, l'accès démocratisé. C'est vraiment le cas. Un smartphone et quelques euros ne suffisent peut-être pas. Parce qu'il faut un valet numérique, une compréhension minimale de la technologie et souvent un processus de vérification d'identité complexe. Pour l'instant, les RWA restent plus accessibles que l'ancienne finance traditionnelle. Mais ils ne sont pas encore vraiment accessibles à tous. Et enfin, la financiarisation du monde réel et ses limites. Tokeniser des forêts, des terres agricoles, des ressources en eau. À quel moment transformons-nous des biens communs, essentiels, en actifs spéculatifs? C'est une question philosophique et politique même, légitime, qui mérite, à mon sens, une vraie réflexion et pas simplement un balayage rapide. Ces questions ne remettent pas en cause la direction du mouvement, mais elles nous rappellent qu'une révolution financière, comme toute révolution, se juge aussi à ce qu'elle fait aux plus fragiles, à ce qu'elle préserve ou détruit comme équilibre social. Et on aura ce débat vers les derniers épisodes de la série, donc en fin d'année, peut-être avant, à voir comment je progresse dans l'enregistrement de ces épisodes. Voilà. Je vous ai posé les bases dans ces 40 premières minutes environ. Vous avez le grand tableau d'ensemble de ce que sont les Real World Assets, un monde où les actifs physiques deviennent des objets numériques fractionnables, liquides, programmables et accessibles à tous. Un monde porté par une convergence entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain. Un monde dont les grandes institutions planétaires commencent à dessiner les contours et un marché potentiellement colossal, estimé en milliers de milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. C'est pas de la science-fiction, ce n'est pas non plus une certitude absolue. Je vous ai dit que je vous parlerai en toute honnêteté. Mais c'est une transformation qui est en cours et qui est réelle, qui est documentée, avec ses promesses immenses et aussi ses risques. Dans le prochain épisode, on va remonter le temps. Parce que pour comprendre où on va, je pense qu'il faut toujours comprendre d'où on vient. Donc on va tracer la généalogie intellectuelle et historique des RWA, de la titrisation des années 80 à la crise de 2008, de la naissance du Bitcoin à l'invention des smart contracts, jusqu'au premier essai de tokenisation en 2017, et à l'accélération que nous vivons aujourd'hui. Ça va être une histoire très riche, pleine de leçons, et qui explique pourquoi le moment que nous vivons actuellement est si particulier. Alors, si cet épisode vous a intéressé, partagez-le, parlez-en autour de vous, pas parce que c'est le réflexe de fin d'épisode qu'on vous demande de faire, mais bel et bien parce que cette révolution mérite d'être comprise par le plus grand nombre. Par votre mère, par votre grand-père, par votre ami, par votre enfant. La finance a trop longtemps, à mon sens, été un domaine réservé. Real Assets, ce podcast que vous écoutez, que vous avez écouté cet épisode aujourd'hui, est une contribution modeste à changer ça. Je vous dis à très bientôt. Vous venez d'écouter Real Assets. Si cet épisode vous a appris quelque chose, partagez-le. Cette révolution mérite d'être comprise par le plus grand nombre. Retrouvez tous les épisodes, les ressources et les références sur realassets.fr. À très bientôt.